Bienvenue à tous donc pour cette nouvelle séance, cette nouvelle saison plutôt donc du cycle de conférences Avenue Centrale que nous avons lancé ici il y a maintenant 5 ans. Donc je vous invite donc à prendre connaissance du programme donc de cette année. Vous verrez qu'il est particulièrement alléchant, en tout cas à notre avis. Je remercie toutes les personnes qui sont régulièrement impliquées dans son organisation. Laurence Raphaël, notre chargé de projet et de communication, qui diffuse très largement des informations qui constituent le programme, qui fait la relation effectivement avec les intervenants, le service audiovisuel donc de l'UGA, Jean-Marc également qui est très impliqué dans cette opération donc de diffusion scientifique. Et je laisse la parole à Isabelle Cogitor, donc directrice adjointe de la MSH, qui va introduire cette conférence. Donc dans le titre, je te laisserai donner le titre, tiens Isabelle. Voilà. Merci à vous tous. Oui, donc je prends le relais de cette introduction qui était l'introduction à l'ensemble de notre saison et je présente la conférence d'aujourd'hui. Alors d'abord, quelques mots sur le fait que cette conférence s'inscrit dans le cadre de la Fête de la Science, dont vous retrouverez l'ensemble du programme sur Internet en tapant Fête de la Science 2019, puisqu'il y a toutes sortes d'événements et de lieux dans lesquels suivre cette fête, dans toutes ces nuances, puisqu'ils ont appelé ça 28 nuances de science, vous aurez apprécié, je crois que c'est 28. Et donc aujourd'hui, nous accueillons Delphine Deschaux-Duttard, qui est membre du CESIS. Alors le CESIS, c'est le Centre d'études sur la sécurité internationale et la coopération européenne. Et je crois que dans le titre de ce centre de recherche lié à la fac de droit, il y a justement l'intérêt de combiner sécurité et Europe et coopération européenne, parce que dans une approche qui, comme vous me l'avez dit, est pluridisciplinaire, ce sont deux questions qui sont liées et qui peuvent être interrogées de différentes manières. Avant que je cède la parole à Delphine Deschaux-Duttard, en discutant un petit peu avec elle, je lui ai fait part de ce qui m'a étonnée, peut-être vous étonnera aussi dans la conférence, et en tout cas dans son titre, puisque pour le moment c'est ce que nous en savons, c'est que je me suis dit qu'on pouvait quelque part voir un paradoxe entre des questions européennes et des questions d'armée, étant donné que l'Europe avait été inventée pour remédier aux questions militaires et pour ouvrir une période de paix. Donc c'est un peu sur cette question-là que personnellement j'attends d'avoir matière à réflexion, et je ne doute pas que vous allez nous en donner un grand nombre, surtout dans une période où le Brexit, comme nous le disions aussi, a amené beaucoup de monde à réfléchir à nouveau, ou pour la première fois, à la question de l'Europe. Donc je vais vous céder la parole, peut-être encore juste un mot pour vous signaler que au rez-de-chaussée, où vous êtes invité à vous rendre après la conférence, il y a une table installée par les presses de l'Université de Grenoble, où vous pourrez trouver entre autres le dernier ouvrage de Delphine Deschaux-Duttard et sans doute d'autres ouvrages également liés à la question. Et puis vous signalez aussi que la prochaine conférence d'Avenue Centrale sera le 5 novembre sur la question d'un leader exemplaire. On sera peut-être sur la politique civile. Nous commençons avec la politique militaire, notre saison. C'est peut-être notre ambition d'expansion à la MSH qui nous amène à ça. En tout cas, nous sommes ravis de vous entendre sur le sujet. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'être là aujourd'hui devant vous, d'autant que je suis une habituée en fait des conférences d'Avenue Centrale, donc c'est un grand plaisir d'être de l'autre côté de la salle pour aujourd'hui, pour vous parler d'une question qui me tient à cœur, d'autant plus que c'était en fait mon sujet de thèse que j'ai soutenu il y a maintenant 11 ans, et à l'époque où j'ai soutenu ma thèse, en fait, la défense européenne, c'était pas très sexy comme sujet.
On m'avait prédit que c'était un petit peu casse-gueule, que je ferais pas carrière avec ça. Et puis, par chance, les événements sont en train de donner tort à tous mes contradicteurs, donc c'est d'autant plus un plaisir. Et j'espère pouvoir vous apporter quelques éléments de réflexion pour vous faire une idée sur cette idée d'armée européenne. Alors peut-être pour remettre un peu les choses en contexte, en fait, la question de la défense européenne, elle est redevenue vraiment d'actualité, à la fois avec la multiplication des manœuvres russes en Crimée notamment, depuis 2014, avec bien entendu le Brexit qui vient aussi poser la question de savoir comment le Royaume-Uni s'inscrit dans l'architecture de sécurité européenne, étant entendu qu'il reste bien sûr membre de l'OTAN. Et puis il y a un autre élément qui est venu en rajouter une couche quelque part, c'est l'élection de Donald Trump en novembre 2016 et les signaux assez contradictoire et assez virulent qu'il a pu envoyer à ses alliés européens concernant la pérennisation du lien transatlantique sur les questions de sécurité et de défense. Et du coup, on assiste depuis maintenant 2 ans et demi à un grand retour à la fois de la défense européenne, et je vais revenir tout à l'heure sur un certain nombre d'avancées concrètes qui ont eu lieu depuis 2016-2017, mais aussi d'une thématique qui en fait était complètement tombée dans l'oubli ces dernières années, la thématique de l'armée européenne. Et en particulier, cette thématique de l'armée européenne est redevenue très populaire il y a un peu plus d'1 an, en novembre 2018, dans la bouche de notre président de la République puis de la chancelière allemande, au moment des commémorations de l'armistice de 1918. Donc, ce qui montre bien qu'il y a un lien qui est fait entre le rôle de l'Europe pour construire la paix, mais aussi l'idée que l'Europe, elle doit affronter le monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un monde qui est fait de tensions, et qui est fait d'une renaissance de conflits parfois violents. Alors la question que j'ai envie de me poser avec vous, et pour laquelle j'ai envie de vous donner un certain nombre d'éléments aujourd'hui, c'est est-ce que c'est un projet réaliste ? Je vais vous donner un certain nombre d'éléments concrets pour essayer de vous montrer qu'en l'état, en fait, pas vraiment. Ou est-ce que c'est pas avant tout de la rhétorique politique, mais même si c'est de la politique, est-ce que c'est inutile ? Est-ce que la politique, c'est pas aussi utile pour construire l'Europe ? Donc on va essayer de répondre à la question. Alors pour commencer peut-être d'abord par quelques concepts, c'est vrai que lier l'idée d'Europe et l'idée d'armée ou l'idée de puissance militaire, c'est pas forcément naturel. Et pendant très longtemps, ça ne l'a pas été du tout. Puisque pendant plusieurs décennies, du début de la construction européenne dans les années 50 jusqu'à la fin de la guerre froide, l'Union européenne et l'Europe au sens plus large étaient considérées comme une puissance civile. On parle parfois de puissance normative. Autrement dit, là on emprunte en fait une idée qui se retrouve chez un théoricien qui s'appelle Karl Deutsch, qui est théoricien des relations internationales, qui propose un concept qui est le concept de communauté de sécurité. Alors une communauté de sécurité, donc c'est un concept qui date des années 50, et ça désigne un groupe d'États qui décident entre eux de renoncer à l'usage de la force pour résoudre leurs différends. Donc, qui est une idée qui est directement impactée en fait par l'expérience des 2 guerres, et notamment de la Seconde Guerre mondiale. Donc l'idée, c'est que plutôt que de se faire la guerre, dans une communauté de sécurité, on résout les différends que l'on peut avoir par le dialogue et par des processus de communication ou de négociation. Alors cette idée de communauté de sécurité, elle va être reprise dans la théorie des relations internationales et notamment dans les années 90, donc ça coïncide avec la fin de la guerre froide, avec le concept de complexes régionaux de sécurité, qui veut dire en gros la même chose, puisque un complexe régional de sécurité, c'est en fait un groupe d'États, qui généralement sont géographiquement voisins, dont les soucis primordiaux de sécurité, donc pour le dire plus simplement, les menaces qui pèsent sur eux sont tellement liées qu'ils ne peuvent plus y faire face seuls, de façon nationale, et que donc, ils ne peuvent envisager leur sécurité que globalement au niveau régional. Et là, en Europe, on a en fait 2 exemples. On a le cas de l'OTAN, qui est une organisation militaire qui est ancienne, qui date de 1949, et puis le cas de l'Union européenne, qui depuis quelques années développe, elle aussi, un certain nombre d'outils de sécurité. Mais il ne faut pas réduire l'Union européenne seulement à une communauté de sécurité, puisqu'en fait c'est plus que ça. Quand on dit que l'Union européenne est une puissance civile, et ça a été vrai en fait jusque dans les années 2000, en fait ce qu'on essaye de dire c'est que l'Union européenne va miser non pas sur le pouvoir de coercition, qu'on appelle le hard power, mais plutôt sur le soft power, la capacité à attirer,
par des normes, par la promotion des droits de l'homme, par exemple, de la démocratie, par la promotion de la coopération pacifique. Donc, pendant très longtemps, l'Union européenne a été vue comme ça, y compris d'ailleurs par un certain nombre de critiques. Au moment de la guerre en Irak en 2003, par exemple, les Américains, les analystes américains des relations internationales se plaisaient à faire une opposition entre d'un côté Mars, le dieu de la guerre, qui symbolisait les États-Unis, qui allaient en Irak très vaillamment avec leur coalition d'alliés, et puis ils stigmatisaient beaucoup les Européens qui qualifiaient du sobriquet de Vénus. Et il y a une autre expression qui est intéressante dans la diplomatie américaine de l'époque, donc 2003-2004, c'est The Americans cook the meal, c'est-à-dire les Américains font la cuisine, and the Europeans wash the dishes. Les Européens font la vaisselle. Autrement dit, les Européens viennent assurer le service après-vente, c'est-à-dire quand les Américains ont bien séparé les belligérants, généralement de façon très musclée et violente, les Européens viennent penser les bobos et reconstruire, et puis mettre beaucoup d'argent sur la reconstruction, puisque généralement la reconstruction est beaucoup plus longue que la phase de conflit. Un autre observateur de ces questions-là, qui est Raymond Aron, que certains d'entre vous connaissent peut-être, estimait dans les années 80 que si la communauté européenne voulait développer une politique de sécurité et même une politique étrangère, en fait, elle devait passer sous les fourches codines de deux contraintes. D'un côté, être assez différente de la politique américaine pour pouvoir affirmer une identité européenne qui est très chère notamment aux Français. Et d'un autre côté, il fallait pas non plus que ça soit trop différent de la ligne directive donnée par les États-Unis pour ne pas être considéré comme agressif. Et on revient justement à la réaction de Donald Trump à l'annonce par le président Macron et la chancelière Merkel de leur volonté de créer une armée européenne, Trump l'ayant pris comme une véritable agression, là où il fallait surtout y voir des mots et un manifeste politique. Alors, pour structurer un petit peu mon intervention, je vais revenir un peu sur l'idée d'armée européenne en vous montrant qu'en fait elle est très ancienne et qu'on n'a rien inventé. Dans un deuxième temps, je vais essayer de vous expliquer les bases du fonctionnement de ce que l'Europe fait aujourd'hui en matière de sécurité et de défense à travers sa politique de défense. Et puis je terminerai par tracer quelques lignes de défis et qui se posent pour la défense européenne aujourd'hui. Alors, quand on regarde un petit peu l'histoire sur le temps très long, en fait, on se rend compte que l'idée d'armée européenne, elle est assez ancienne. Et pour en trouver les prémices, on doit même remonter jusqu'au XVIIe siècle, puisque le premier qui vraiment a eu l'idée d'une armée européenne, telle que le désigne le président Macron, c'est-à-dire une armée qui serait financée avec un budget commun ou une enveloppe commune, eh bien c'est en fait le duc de Sully, qui était à l'époque ministre d'Henri IV, et qui dans les années 1617 à 1620 avait imaginé ce qu'il appelait le grand dessein, c'est-à-dire une forme de diète européenne, alors qui serait un petit peu à mi-chemin entre le Parlement européen et la Commission européenne d'aujourd'hui. Et le but de cette diète, qui aurait été dotée donc de 15 membres, les 15 grandes monarchies européennes de l'époque, aurait été de lever un budget commun pour financer une armée en commun, c'est-à-dire que chaque monarchie aurait dédié des troupes à cette armée. Quand on regarde un peu les projets actuels en matière de défense européenne, en fait, on se rend compte que c'est vraiment révolutionnaire, l'idée de Sully. Et évidemment, ça n'a pas fait long feu et c'est tombé en désuétude très rapidement. Alors malgré tout, si on se rapproche un petit peu de nous temporellement, en fait, on peut retracer une première tentative de création d'une armée européenne dans les années 50, avec l'expérience de la Communauté européenne de défense. Donc, pour vous rappeler un peu le contexte, on est au moment de la guerre de Corée en 1950. Les Américains sont assez ennuyés parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont beaucoup de troupes stationnées en Europe, qu'ils ont besoin de les déplacer en Corée, mais qu'il faut faire face aux troupes soviétiques et à la menace conventionnelle soviétique. Donc l'idée qui va germer dans la tête du secrétaire d'État américain, qui est Dean Acheson à l'époque, c'est de réarmer l'Allemagne. Sauf que, évidemment, comme il peut s'en douter, ça ne passera pas tout seul, notamment auprès des Français. Donc de cette idée-là va naître entre la France, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie et le Luxembourg, l'idée de créer un traité, qui est le traité de Paris, qui à terme met en place une armée européenne qui soit sous le commandement d'une haute autorité, qui serait un petit peu l'équivalent de la Commission européenne d'aujourd'hui, et qui serait financée en commun et qui à terme en fait permettrait de rassembler les armées des 6 pays parties prenantes, avec quand même des exceptions pour que ça puisse justement être vendable à ces 6 pays. Le cas des forces spéciales par exemple, et le cas de ce que l'on appelle les forces de souveraineté. Donc typiquement là c'est désigné les forces françaises stationnées dans les colonies. Alors
je vous passe les détails sur la négociation à 6 pays qui est très tendue, qui prend 4 ans. Les partenaires de la France ratifient le traité et quand le traité arrive à l'Assemblée nationale pour l'étape finale, catastrophe, l'Assemblée nationale rejette le traité, ne le ratifie pas. Et donc c'est l'échec de la CED en 1954. Et cet échec, il a eu des conséquences très importantes puisque pendant 50 ans, l'idée même de défense européenne devient un tabou. Et ce tabou ne pourra être que levé qu'après, en fait, la fin de la guerre froide, dans un contexte qui est double. D'abord, la réforme de l'OTAN. Après la guerre froide, est-ce que l'OTAN sert encore à quelque chose? Donc elle va se réformer, s'élargir, globaliser ses missions. Et puis dans un deuxième contexte qui va être très marquant pour les États européens, qui est la guerre des Balkans. Alors d'abord la Bosnie en 91-92, et puis, et c'est surtout ça en fait le traumatisme, le Kosovo, 98-99, puisque dans les deux cas, Bosnie et Kosovo, les Européens sont incapables de faire front commun face à la menace. Les choses dérivent en génocide au Kosovo et dans les deux cas, il va falloir faire appel aux forces américaines et passer par une intervention de l'OTAN dans le cas du Kosovo. Donc là, ça va être vraiment un révélateur pour les chefs d'État européens. Et ceux qui vont prendre les rênes, c'est en fait la France et l'Allemagne, le fameux couple franco-allemand, qui va, à partir de la fin des années 90, multiplier les propositions pour mettre sur l'agenda européen la question de la défense, en estimant que l'Europe ne peut plus désormais mettre sous le tapis la question de la défense, dans un contexte où l'avenir de l'OTAN est incertain et dans un contexte où l'engagement des Américains n'est plus systématiquement sûr et affirmé. Donc la France et l'Allemagne vont jouer un rôle vraiment majeur et elles vont réussir à mettre dans la boucle le Royaume-Uni à travers l'accord de Saint-Malo, qui est signé en décembre 98 et qui va permettre, lors du sommet européen suivant, à Cologne en juin 99, de lancer enfin la politique européenne de défense. Plus récemment, quand on regarde un petit peu juste les termes armée et européenne, on se rend compte que ça réapparaît dans les années 2000, justement à la faveur de la grande division européenne sur l'Irak. Vous savez qu'il y a eu d'un côté ce que les Américains ont appelé la Nouvelle Europe, ceux qui ont suivi les Américains en Irak, donc la Pologne, le Royaume-Uni notamment, et puis d'un autre côté ceux qui ont été qualifiés de vieille Europe, la France, l'Allemagne, qui eux ont refusé de partir en Irak. Alors justement, dans ce contexte-là, le Premier ministre belge de l'époque, qui était Guy Verhofstadt, est le premier à dire qu'il faut en fait que l'Europe pense très sérieusement à se doter d'une armée, parce que c'est pas possible en fait de continuer comme ça. Cette idée d'armée européenne va être reprise par la chancelière Merkel en 2007, suite à un travail assez intense produit par un groupe de parlementaires allemands, qui mélange d'ailleurs des parlementaires sociaux-démocrates et des parlementaires conservateurs, ce qui montre bien que c'est une question qui est transpartisane en Allemagne. Et alors à l'époque, chose étrange, les propositions de la chancelière essuivent vraiment la frilosité de l'Élysée. C'est-à-dire que la France n'est pas du tout partante sur la question, elle est beaucoup plus préoccupée de savoir comment elle va intégrer l'OTAN, parce que ça se prépare quelques années auparavant. Et il a fallu finalement le contexte du Brexit et l'élection de Donald Trump et ses mots relativement durs à l'encontre de l'OTAN, en disant que c'était obsolète, que les Américains, quelque part, en avaient marre de payer pour la sécurité européenne, pour relancer justement cette idée de l'armée européenne, qui doit aussi beaucoup, alors non seulement à nouveau au couple franco-allemand, mais aussi au président de la Commission européenne sortante, Jean-Claude Juncker, qui a été très enthousiaste depuis plusieurs années sur la question. Donc j'espère vous avoir démontré jusque-là que cette idée de l'armée européenne, c'est en fait un peu un serpent de mer qui ressort de façon épisodique et qui est un assez bon baromètre à la fois de la teneur de la relation transatlantique sur les questions de sécurité et de défense, mais aussi de la façon dont l'Union européenne essaye de se positionner dans le monde. Est-ce que c'est un acteur global? Quel type d'acteur global? On y reviendra peut-être dans le débat. Alors une fois qu'on a planté ce décor, une autre question qui est intéressante, qui va me permettre d'aborder justement quels sont les outils existants et comment ça fonctionne, c'est au fond une armée européenne, d'accord, pourquoi pas en théorie, mais pourquoi faire? Ça servirait à quoi? Et ça, c'est une question qui est fondamentale. Alors, quand on se pose la question de cette façon, on est quand même obligé de regarder ce qui existe déjà dans le contexte européen. L'Union européenne a déjà un certain nombre d'outils, non seulement des normes, des documents stratégiques, des outils concrets, et puis un certain nombre d'institutions dédiées aux questions de défense et de sécurité. Alors pour commencer peut-être par l'aspect normatif, le traité de Lisbonne, qui est le traité
actuel qui régit le fonctionnement de l'Union européenne consacre un titre complet à la politique de sécurité et de défense commune. Et j'insiste sur le terme de commune, puisque là encore, le vocable a évolué depuis les années 2000 en défense commune, là où auparavant on parlait de sécurité et de défense. Et en particulier, ce qui figure dans le traité de Lisbonne, c'est l'idée que, à terme, donc on ne dit pas exactement quel terme, l'Union pourrait très bien conduire une défense commune. C'est l'article 42 du traité de Lisbonne. Plus précisément encore, le traité de Lisbonne est venu renforcer l'obligation des États membres en matière de solidarité en cas d'attaque, par exemple, d'agression armée. Mais ça dépasse le seul cas de l'agression armée. Donc il y a deux clauses en particulier qui sont importantes ici. D'abord la clause de défense commune, le fameux article 42 paragraphe 7, qui fait obligation aux États membres de l'Union d'aider un autre État membre qui serait agressé sur son territoire ou qui subirait une forme d'attaque armée. Et ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, cet article 42 paragraphe 7, il a été mobilisé par la France lors des attentats de Paris en novembre 2015. On pourra là encore y revenir, la France aurait pu mobiliser d'autres normes internationales, l'article 51 par exemple de la Charte des Nations Unies, mais ça a été un choix délibéré du président Hollande de l'inscrire en fait dans une démarche de solidarité européenne sur les questions de défense. Il y a une autre clause qui existe dans le traité sur le fonctionnement de l'Union qui vient en fait compléter le traité de Lisbonne, c'est la clause de solidarité mutuelle. Alors, la clause de solidarité mutuelle, en fait, elle dépasse le simple aspect militaire puisqu'elle indique qu'en cas de problème type catastrophe naturelle, cyberattaque par exemple, catastrophe d'origine humaine, l'État membre qui serait victime de ce type d'événement peut tout à fait demander aux institutions européennes leur concours pour pouvoir faire face à ce type d'événement. Et là, c'est un article qui est régulièrement sollicité. Si on prend le cas des crues régulières du Danube, par exemple, l'Autriche ou l'Allemagne vont faire appel aux institutions européennes. On peut prendre un cas hypothétique qui n'est pas encore arrivé, mais qui risque d'arriver. Imaginons une cyberattaque de très grande ampleur qui toucherait un pays européen ou plusieurs pays. On peut utiliser la clause de solidarité mutuelle qui va permettre de mettre dans la boucle les institutions européennes pour régler cette crise. Donc, la défense européenne, c'est d'abord des normes. La défense européenne, c'est aussi des documents stratégiques, mais il y en a plusieurs. Donc, il y a d'abord eu un premier document dans les années 2000, au moment justement de la guerre en Irak, la stratégie européenne de sécurité, alors qui est un document qui est très symbolique, parce qu'il est très large et un petit peu fourre-tout, il est très consensuel, mais il a quand même le mérite de montrer que l'Europe réfléchit sur des questions de stratégie. Plus récemment, alors justement, à peu près une semaine d'intervalle après le référendum sur le Brexit, l'Union européenne a publié sa stratégie globale de sécurité. Alors là encore, c'est un document stratégique qui est relativement large, qui essaye de faire à la fois une liste des menaces en allant des attaques terroristes jusqu'aux menaces biologiques, voire même des questions de sécurité alimentaire, donc vous voyez que c'est extrêmement large, mais là encore, l'intérêt c'est de montrer que l'Union réfléchit et ne délègue pas à d'autres le soin de se poser la question de sa sécurité et de sa stratégie. Et puis, en matière cybernétique également, l'Union européenne a déployé depuis quelques années une stratégie de sécurité, de cybersécurité, et l'année dernière, une cyber toolbox, c'est-à-dire une sorte de boîte à outils cyber qui peut permettre, entre autres, de prendre des sanctions à l'encontre d'un éventuel agresseur. Alors même si toute la difficulté de la chose, c'est de pouvoir attribuer une cyberattaque, et là, on entre dans le domaine du droit international du cyber, qui est en fait encore en construction. La défense européenne, ce sont aussi des organes, c'est-à-dire qu'on a des institutions qui existent à Bruxelles. Alors, le premier organe, et qui est le plus important, c'est le Conseil européen. Le Conseil européen, c'est la réunion des chefs d'État qui se réunissent au minimum 2 fois par an, et puis en moyenne un peu plus selon l'urgence des dossiers. Et ces chefs d'État européens, en matière de politique européenne de défense, ce sont eux qui arrêtent les grandes orientations, qui prennent les grandes décisions, qui vont ensuite être mises en œuvre par l'échelon d'en dessous, le Conseil des ministres. Et là encore, il y a une chose qui est assez étonnante, c'est que dans la majorité des politiques européennes, le Conseil des ministres a en fait une arène dédiée. Par exemple, les ministres des Finances se réunissent chaque mois dans le cadre d'ECOFIN.
Dans le cas de la défense, en fait, la réunion existe depuis maintenant 1999, mais elle est toujours informelle. Donc, formellement, il n'y a pas d'arène dédiée. Ce qui prouve bien que l'Europe se préoccupe de défense, mais on a encore quand même un peu de difficulté intellectuelle à intégrer entièrement cette question-là. Alors, il y a également des organes spécifiques dédiés à Bruxelles qui assurent le suivi au quotidien, donc avec des ambassadeurs, mais aussi des militaires, donc des officiers gradés qui sont là pour être les conseillers militaires des chefs d'État. Autre élément important, l'Union européenne a dans la sécurité internationale une voix et un visage qui est actuellement Federica Mogherini, qui est la haute représentante de l'Union et qui est en même temps vice-présidente de la Commission. Et un des derniers avatars de la défense européenne, c'est la création, dans les semaines à venir, d'une direction générale de la Commission dédiée à la défense. Et là, c'est une grande première puisque jusque-là, la Commission européenne ne touchait pas au sujet défense. Alors là, si la Commission européenne commence à mettre un pied dans le sujet défense, c'est par un prisme très particulier qui est le prisme industriel. Puisqu'en fait, cette future direction générale défense, elle sera en fait rattachée à la grande direction marché intérieur, qui devrait revenir à la commissaire française Sylvie Goulard, et elle comprendra la défense, mais aussi l'espace, et sur des aspects essentiellement industriels. Donc ce que l'on peut au fond conclure de tout ça, c'est que la défense européenne aujourd'hui marche encore beaucoup sur la bonne volonté des États, puisqu'elle requiert l'unanimité. Pour vous donner un exemple très précis, il avait été question, en 2011, de monter une opération militaire européenne en Libye. L'idée avait circulé, elle avait été soumise, elle avait au départ été acceptée par l'Allemagne, qui finalement s'est rétractée par la suite parce que la chancelière estimait que c'était trop dangereux électoralement et que son opinion publique ne la suivrait pas et qu'elle aurait un vote négatif au Bundestag. Et c'est pour cette raison que le projet d'opération européenne en Libye a finalement été abandonné au profit d'une intervention sous mandat OTAN. Donc ça montre bien le poids des États. La politique européenne de défense, c'est aussi un certain nombre d'instruments, alors civils et militaires, avec des instruments qui sont très classiques dans toutes les organisations internationales, comme la médiation, avec l'exemple le plus célèbre qui est la médiation faite par l'Union européenne en 2008, au moment de la crise en Ossétie du Sud ou en Géorgie. Mais l'Union européenne, elle a aussi un certain nombre d'outils militaires, même si beaucoup de ces outils sont en fait des outils de papier. Pour vous donner quelques éléments concrets, l'Union européenne dispose aujourd'hui de groupements tactiques, donc 13 groupements tactiques qui sont en fait des unités militaires multinationales qui chacune sont composées de 1500 soldats et sur ces 13 unités militaires, vous en avez en permanence 2 qui sont en alerte, donc qui seraient prêtes à intervenir en cas de crise dans le voisinage proche de l'Union européenne. Mais ces outils militaires n'ont en fait jamais été utilisés, alors même qu'ils sont disponibles depuis maintenant plus de 10 ans. Et là encore, pourquoi on ne les a jamais utilisés? Parce que les États ont des lignes rouges. Et imaginons, alors un des groupements tactiques est justement fourni par la France et l'Allemagne, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Dans le cas de la France, pour déployer des hommes en dehors des frontières, c'est très simple, c'est le président qui décide. Donc demain, on peut avoir 6000 hommes déployés à 8000 km du territoire français sans aucun problème. Dans le cas allemand, ça marche pas du tout comme ça. Il faut un vote au Parlement allemand, ce qui veut dire que ça peut prendre plusieurs mois, parce qu'il va falloir des débats, et le Parlement va en fait voter sur tous les aspects du mandat qui va être donné, avec quel matériel les soldats partent, dans quelles conditions, pour quel type d'intervention. Donc on se rend bien compte que là, ça devient très difficile quand on multiplie ces difficultés par 27. Alors malgré tout, on a quand même réussi ces dernières années à avancer un petit peu, puisqu'en 2017, les chefs d'État européens ont décidé de créer un petit embryon de quartier général européen qui permettent en fait de planifier des opérations militaires depuis Bruxelles. Alors avec une petite restriction, c'est que ce quartier général, il est pour l'instant dédié aux missions militaires que l'on appelle non exécutives. Donc pour le dire en langage profane, pas de combat, donc c'est pas de la guerre. C'est plutôt les missions telles que celles que fait l'Union au Mali actuellement, qui sont des missions de formation des forces de sécurité locales. Mais c'est une avancée puisque jusqu'en 2017,
En fait, le projet existait, mais avait toujours été bloqué par les Britanniques qui refusaient absolument qu'on fasse ce type de choses en dehors de l'OTAN. Autre projet, autre chantier qui a beaucoup avancé depuis 2017, la coopération structurée permanente, lancée en décembre 2017 par les chefs d'État. Cette coopération structurée permanente, elle rassemble 25 États membres qui, volontairement, ont décidé de conduire des projets en commun. Alors, il y a eu 2 vagues de projets, donc on a actuellement une liste de 34 projets qui s'adresse en fait à différents aspects de la chose militaire. Ça va aussi bien de l'idée de créer une plateforme médicale à développer davantage la cyberdéfense de l'Union, ou il y a également dans les tiroirs le projet d'un Erasmus militaire qui puisse permettre de développer une défense militaire commune. Également, on pourrait citer le cas du Fonds européen de défense qui vise à financer plutôt des projets industriels, mais là encore, à long terme, l'idée c'est de créer un marché européen de l'armement qui aujourd'hui n'existe pas en fait, du fait de concurrence nationale très forte. Et puis en dehors de l'Union, il existe aussi une autre initiative qui est l'initiative européenne d'intervention lancée par la France et qui, elle, par contre, comprend 9 États dont le Royaume-Uni. L'idée étant d'avoir une sorte de force expéditionnaire européenne dotée de capacités permettant d'intervenir en fait dans des crises et de façon assez rapide. Alors là encore, pour l'instant, c'est encore beaucoup théorique, mais ça a quand même le mérite d'exister. Alors pour vous montrer peut-être une petite carte intéressante, voilà une carte de l'ensemble des missions que conduit actuellement l'Union européenne, et vous pouvez voir que certes, les missions militaires sont moins importantes en nombre que les missions civiles, mais quand même, on se rend bien compte que l'Union européenne est loin d'être inactive sur la scène de la sécurité internationale, avec une intervention de façon privilégiée en Afrique ou dans son voisinage proche, les Balkans ou le Moyen-Orient. Alors la question qu'on va se poser pour terminer, et au fond essayer de tracer des perspectives, c'est on voit qu'il existe beaucoup de choses dans l'Union européenne, il y a des outils de défense, des normes, on a un certain nombre d'institutions. Pourquoi alors est-ce qu'on n'a pas encore d'armée européenne si on a déjà tout ça? Et à quoi ça servirait de créer une armée européenne? En fait, les défis sont quand même nombreux. Si on n'a pas d'armée européenne aujourd'hui en 2019, il y a quand même des raisons très fortes. Et la première des raisons, c'est le désaccord entre les États européens. Autrement dit, quand on regarde un peu les livres blancs de la défense des États européens sur la dernière décennie, on se rend bien compte qu'en fait, il n'y a pas vraiment de priorité stratégique commune. Et que là où la France va regarder vers le sud ou vers la Méditerranée, l'Allemagne est beaucoup plus préoccupée par les menaces qui viennent de l'Est et par la question de son approvisionnement énergétique en gaz russe, par exemple. Donc ça, c'est un premier problème qui est vraiment fondamental. Comment s'accorder sur peut-être un petit noyau dur de priorités stratégiques communes qui permettrait de dire qu'on dédie cette armée à telle ou telle tâche. Donc ça, c'est un premier point de désaccord. Deuxième point de désaccord important, quelles seraient les tâches qu'on confierait à une armée européenne? Et alors là encore, il n'y a pas d'accord entre les États européens, tout simplement parce que le terme même d'armée ne renvoie pas aux mêmes choses dans les États. Là encore, on pourra y revenir dans les questions si vous le souhaitez, mais il faut toujours garder en tête qu'une armée, c'est une composante intrinsèque d'un État qui se construit dans l'histoire et sur le temps très long. Ce qui permet de comprendre que dans le cas français, on a une vision particulière de l'armée qui occupe une place spécifique dans l'État, là où dans le cas allemand, au contraire, on est beaucoup plus circonspect à l'égard de l'armée et de la chose militaire. Et ça se comprend tout à fait du fait de l'histoire allemande récente. Donc là encore, pas d'accord entre Européens, et il y a un point en particulier qui est particulièrement litigieux, c'est la question de la lutte contre le terrorisme. Dans le cas français, par exemple, on n'a aucun problème, on le voit avec l'opération Sentinelle, à utiliser le moyen militaire pour faire de la lutte contre le terrorisme et de la prévention du terrorisme. Pour reprendre le cas de l'Allemagne, ça n'aurait aucun sens. C'est en fait illégal, tout simplement parce qu'il y a une stricte division des tâches qui attribue en fait à la police le maintien de l'ordre, et la lutte contre le terrorisme, c'est du maintien de l'ordre, et la protection des frontières à l'armée. Ce qui fait que vous ne verrez pas de militaires allemands en mission du type Sentinelle. C'est impensable. Et c'est assez étonnant d'ailleurs, j'ai fréquemment des étudiants allemands qui sont très choqués de voir des militaires patrouiller dans nos gares ou dans nos rues. Pour eux, c'est impensable. Donc là encore, ça montre bien qu'il n'y a pas d'accord.
Autre point de tension, la question budgétaire. Là encore, il n'y a pas de budget européen commun qui permettrait de financer les opérations, ce qui veut dire que quand l'Union européenne fait une opération militaire, c'est en fait les États participants qui financent. Et comme globalement ce sont quand même toujours les mêmes États, il y a un effet de lassitude qui conduit les États à dire il faudrait un budget commun. Et là encore, on n'y est pas. Le Fonds européen de défense, c'est un aspect, mais il est absolument pas prévu pour financer des opérations. Et quand on regarde le panorama des dépenses militaires dans l'Union européenne, on se rend compte que c'est très contrasté là aussi, avec certains pays qui sont plutôt locomotives, qui sont les pays baltes, du fait notamment de la résurgence de la menace russe, la France également qui mise beaucoup sur l'augmentation de sa part de PIB. On est actuellement à 1,82% et le grand objectif, c'est atteindre 2% en 2025, ce qui représente à peu près 40 milliards. L'Allemagne, pour le coup, est beaucoup moins sur la même ligne, c'est-à-dire qu'il y a une ambition affichée pendant la campagne électorale d'il y a 2 ans, mais qui ne sera pas forcément tenue, tout simplement parce que le sujet du budget militaire est un sujet extrêmement polémique en Allemagne et qu'il y a des vrais débats au Parlement, ce qui n'est pas forcément le cas en France. Autre sujet de dissension, la relation entre l'Union européenne et l'OTAN. Comment cette armée européenne se positionnerait par rapport à l'OTAN? Est-ce qu'elle lui prêterait main forte? Qui serait son chapeau stratégique? Étant entendu, et ça sera peut-être l'avant-propos avant conclusion, qu'on ne peut pas imaginer une armée qui déploierait des soldats et qui ne répondent pas à une instance élue. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas un président européen élu par l'ensemble des citoyens, ça paraît très difficile d'avoir des soldats qui puissent mourir pour le drapeau européen alors que ça serait décidé par une poignée de commissaires, par exemple, ou par une poignée de parlementaires européens. Donc là encore, en fait, on a un problème plus large qui est la construction même du projet européen. Alors au fond, on voit bien que l'armée européenne, c'est encore aujourd'hui un projet qui reste largement au niveau de la rhétorique, même si j'ai pointé qu'il existe beaucoup de choses qui se font déjà, qui ont pas forcément besoin d'être labellisées ensemble sous le terme d'armée. Mais au fond, l'armée européenne, aujourd'hui, c'est plutôt un symbole. Alors, est-ce que ça veut pour autant dire que c'est inutile? Et moi, j'ai envie de terminer peut-être sur une note un peu positive en disant que non, à mon avis, c'est pas inutile, le symbole. Tout simplement parce que dans la diplomatie, dans la politique étrangère et de défense, le symbole, il est en fait très souvent utilisé. Pourquoi? Parce que ça donne du sens. Ça donne du sens aux événements, ça donne des clés de lecture. Et en l'occurrence, il me semble que là, en parlant d'armée européenne, la chancelière allemande et le président français essayent d'incarner une forme de nous européens. C'est-à-dire qu'on essaye, à travers le terme armée européenne, de manifester politiquement une forme de communauté de destin partagée entre les Européens, qui nous permet aussi de se positionner dans un monde qui est devenu à la fois multipolaire et de plus en plus incertain, et dans lequel l'Union européenne est encore en quête de sa place en tant que puissance. Merci. Merci beaucoup pour nous avoir donné des éléments pour résoudre la difficulté à penser l'armée européenne qu'on soulignait au début. Et je pense que votre mot de la fin de voir l'armée comme un symbole du nous européen est très riche en soi de questions, là encore. Des réponses, mais vous nous avez aussi donné envie de poser des questions. Donc je donne tout de suite la parole à la salle s'il y a des questions qui sont déjà prêtes.